Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de la saison 2 de Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, je vous présente le dernier épisode de cette année 2021 sur le thème du cinéma. Je suis à cette occasion accompagnée de 4 nouveaux intervenants et intervenantes, Valessia Bono-Galucci, Maria Francesca Valentini et Jérôme Bouda, et enfin de Sophie Jean. Nous allons ensemble parler du cinéma, et plus exactement des représentations genrées dans le cinéma. Pour cela, nous avons échangé sur les tout premiers films de fiction français des années 20, ensuite des séries très connues américaines, et enfin des films alternatifs méditerranéens. Écoutons tout de suite nos intervenants et intervenantes. Valessia, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Je suis donc Valessia Bono-Galucci, je suis étudiant en doctorat d'histoire de l'art, histoire du cinéma à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je réalise une thèse sur les rapports entre littérature et cinéma dans le cinéma français des années 20. Et donc pour aujourd'hui, j'ai accepté de travailler sur la représentation des femmes au cinéma, puisque c'est un sujet qui a traversé mes études, notamment sur le cas de Germaine Dulac, puisque ce sont des femmes qui vont travailler sur la représentation non seulement de la femme mais aussi des hommes, en utilisant des références littéraires, des genres scénaristiques tels que le burlesque, la poésie à l'écran. Donc, diverses sortes d'approches artistiques. Bonjour, je m'appelle Maria Francesca Valentini et je suis responsable éditoriale pour Alindy.com. Et je suis Jérôme Bouda et je suis directeur de la publication d'Alindy.com. Et à côté, tous les deux, on a une activité de producteur de films et parfois, quand on a le temps et la chance, de réalisateur. Je pense qu'on en est arrivé à Alindy parce qu'on avait tous les deux déjà une activité de réalisateur et d'auteur et on travaille dans l'audiovisuel ou le cinéma depuis quelques années. Et je pense qu'on en est arrivé à l'Indie parce qu'il se peut que le schéma de diffusion des œuvres existantes, corse, ait été dans une impasse. C'est-à-dire qu'une fois que les films étaient passés un petit peu au cinéma ou en avant-première ou en festival et qu'ils étaient passés sur le diffuseur historique, à savoir Viastel, qui est une dépendance de France Télévisions, les films n'ont plus de vie. Donc on s'est dit un jour avec Maria Francesca, et si on faisait un Netflix Corse? Et on s'est dit ça va être super, ça va aller vite, tout le monde va nous aider, on va de suite pouvoir le lancer, et on est entré dans le développement du projet. Et ça a été très long. Et tout le monde ne nous a pas aidés, mais on a quand même eu du soutien des producteurs indépendants, des réalisateurs, des auteurs, et souvent sur un segment de gens qui savent ce qu'est le militantisme et la nécessité de créer du discours, de l'art, du cinéma, des films, dans une situation globale, disons même politique, telle que l'est la Corse. Concrètement, je pense 80% d'œuvres corses et 20% d'œuvres méditerranéennes et je pense 10% d'œuvres en langue corse. On est toujours dans le partage d'œuvres, toujours dans le partage d'un discours, toujours dans le partage d'une vision du monde. Tantôt humoristique, tantôt prise de tête, tantôt arty, tantôt historique. Mais vraiment, il y en a pour tous les goûts et il n'y a jamais de hier. Vraiment, voilà, sur l'indie, je pense qu'on n'a jamais de hier ni à la diffusion des œuvres, ni à leur sélection. Donc on se retrouve avec un cadavre exquis de plein de films très différents. Je m'appelle Sophie, j'ai 29 ans et je travaille dans une école d'audiovisuel. Donc c'est une école où il y a c'est une école qui forme donc à tous les métiers de l'audiovisuel et du cinéma, donc réalisation, assistanat, technique, image, son, montage. Et il y a aussi une partie spectacle vivant et une partie animation jeux vidéo.
Et donc, ça fait 3 ans que je travaillais dans des écoles de cinéma. Donc, j'étais dans une autre école avant. Et là, je vais bientôt changer. L'année prochaine, en janvier, je serai dans une école de cinéma d'animation. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de travailler avec des étudiants et avec des jeunes professionnels. Et en fait, dans ma première école, j'ai pu voir pas mal de films de fin d'études et accompagner les étudiants. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y avait déjà des étudiants il y a des étudiants qui étaient très intéressés justement par les questions de genre et par le harcèlement et tout ça. Donc, dans les films de fin d'études, ça se ressentait dans certains films. Donc, parfois, c'était de façon un peu maladroite, forcément, puisque c'est des premiers films et que c'est des gens qui sont très jeunes. Et cette année, dans l'école dans laquelle je travaille actuellement, j'ai donné un cours de sociologie, enfin d'introduction à la sociologie du cinéma. Et donc, c'était hyper intéressant de voir les réactions des étudiants à toutes ces questions-là, en fait. Et surtout les garçons, parce que c'est comme beaucoup d'écoles d'audiovisuel, c'est une école où il y a beaucoup de garçons. Il y a environ 70% de garçons. Et donc, c'était hyper intéressant de voir les réactions des filles. La plupart, elles étaient hyper contentes qu'on parle de ces sujets-là. Et il y avait des garçons qui étaient très au fait de ces questions-là, qui étaient hyper contents de parler de ça aussi. Et il y avait une petite minorité qui s'est sentie un peu, pas visée, mais qui se sentait en fait un peu agressée, entre guillemets, par ce cours. En fait, j'ai eu des réactions assez virulentes de garçons. Et à chaque fois, c'était vraiment pas beaucoup, hein. C'était peut-être 2% de chaque groupe d'étudiants. Et du coup, je trouvais ça intéressant de voir que chez les jeunes étudiants, donc là, c'était les premières années, ils ont 17-18 ans. Donc, de voir que chez des jeunes garçons, enfin, la jeune génération, il y a toujours des choses qui coincent à ce niveau-là. Parce que du coup, je leur parlais de culture du viol, je leur parlais aussi de représentation de personnes, enfin de représentation des personnes racisées. Et il y a pas mal de choses qui bloquent. Et du coup, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et du coup, ça montre que c'est vraiment, enfin, que les représentations dans la pop culture, elles ont vraiment un impact et que c'est vraiment important d'en parler et de continuer tout le travail qui est déjà fait, qui se fait en ce moment. Il y a de plus en plus de journalistes qui en parlent, il y a de plus en plus de comptes Instagram qui en parlent. Et il y a de plus en plus aussi de jeunes qui sont sensibilisés à ces questions-là. Mais du coup, il y a encore du boulot, quoi. Donc ça m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai fait ce cours-là. Donc, une question qui est fondamentale, pour commencer, ça serait de poser cette fameuse et grande question, qu'est-ce que le cinéma? Et en quoi peut-il être un domaine de recherche dans l'histoire des représentations? Donc, le cinéma est un art, un métier, un spectacle, mais aussi un objet d'étude pour l'histoire de l'art, l'histoire sociale et culturelle, voire aussi l'histoire politique. La sociologie, la philosophie, toutes les sciences humaines peuvent, selon leurs travaux de recherche, se fonder sur des sources cinématographiques. Celles-ci constituent un trésor, une mine d'informations. Pour le dire très rapidement, le film est le reflet d'une pensée, d'une idée, d'un contexte social et politique. Le film se présente à nous comme un document pour l'histoire. Et le thème d'aujourd'hui, à savoir la représentation des femmes et des hommes dans l'histoire des premiers temps du cinéma, est du point de vue scientifique à reformuler. Je parlerai plutôt de représentation socioculturelle, plus que de représentation sexuée. Car penser la représentation de la femme et de l'homme, c'est aborder une grande problématique très prégnante de nos jours, à savoir l'histoire du genre, l'histoire de la fabrication de la féminité, de la masculinité, mais aussi de la répartition des rôles dans le cinéma. Qui joue quoi et comment. La question des hommes ou des femmes ne se pose pas dans le cinéma des premiers temps, à l'exception des exemples que je vais vous présenter plus tard. La question du genre est très contemporaine. Le cinéma filme surtout des acteurs, des actrices, des héros, des héroïnes, des personnages. Le cinéma filme surtout des acteurs, ces actrices. Il met en scène des histoires et fabrique non pas une représentation de l'homme et de la femme, mais des représentations de plusieurs figures masculines et féminines. Et j'emploie le pluriel car le cinéma est un art qui, dès 1895, avec l'invention du cinématographe par les frères Lumière, va prendre un essor international. Il va se fondre dans le système économique, littéraire, artistique. Il va progressivement se normaliser. Nous sommes face à une pluralité des représentations, pour certaines contradictoires, paradoxales les unes des autres, et qui diffèrent de leurs caractéristiques selon le milieu culturel, selon la cinématographie, selon la production et selon le contexte, et bien sûr selon la mentalité. Il est donc difficile d'établir des catégories de représentation sexuée dans le cinéma des premiers temps, dans le cinéma muet. Pour ma part, je resterai sur des représentations socioculturelles avec des exemples précis d'une cinématographie définie et dans un cadre donné et selon une période fixe. J'entends par représentation socioculturelle la manière de représenter par l'image la société, ses composants, selon une époque, un contexte, un milieu culturel et intellectuel. Quels sont les critères essentiels dans vos recherches d'œuvres à référencer, Maria Francesca?
l'intention des auteurs et la mise en image à la réalisation sont importantes pour nous, oui, effectivement. Et pour ce qui vient sur la plateforme, mais aussi pour les films qu'on choisit de produire. Un film dont l'auteur n'aurait pas d'intention ou dont l'intention serait complètement floue ou voire inexistante, en fait, c'est très difficile à accompagner, quoi. C'est comme s'il n'y avait pas de conducteur dans la locomotive. On peut aller n'importe où, n'importe comment. Enfin, il n'y a pas d'objectif, quoi. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de propos. Et je pense que les propos des films et les choses que ça engage et l'émotion que ça peut procurer, c'est pour nous assez important, quoi. On a beaucoup de producteurs qui ont joué le jeu, c'est des producteurs qui connaissent le prix du militantisme culturel. Et finalement, il y a des gens qui nous ont jamais vraiment proposé d'œuvre. Et presque naturellement, on s'est rendu compte que on est souvent sur des films qui n'ont pas forcément l'intention qu'on porte, l'intention culturelle, le projet culturel qu'on porte à Kalindi, sur les notions de territoire, sur les notions du petit contre le grand, sur les notions de la bidoche, enfin de confronter les films à des humains, la notion aussi de confronter des humains dans les films. Et on se rend compte finalement qu'il y a des producteurs vraiment de documentaires qui sont installés depuis des années, qui naturellement sont venus vers nous. Il y a des jeunes producteurs qui ont des intentions ou des auteurs qui sont naturellement venus vers nous. Puis il y a des gens de la filière qui font un excellent travail, qui font un bon travail, mais qui sont peut-être plus sur du magazine et ces gens-là nous ont aujourd'hui pas vraiment proposé leur contenu. On n'est pas vraiment allé les chercher parce qu'il y a énormément de choses. Il faut imaginer que je crois que depuis 1995 jusqu'en 2015, c'est-à-dire en 10 ans, je crois, ou en 2018, en 10 ou 13 ans, la collectivité de Corse a soutenu plus de 600 documentaires, dont une bonne partie en Corse. C'est-à-dire qu'il y a un catalogue, des œuvres possibles de presque 600 documentaires, plus les fictions, plus les captations de spectacles vivants, plus les films qui ont été soutenus sans la CDC, plus les films indépendants. On est sur un catalogue énormissime. Pourquoi t'es-tu intéressée aux questions de genre, Sophie ? Alors du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là il y a longtemps, parce que, comme je le dis, j'ai 29 ans. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser à 18-19 ans. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans une situation, dans une situation de couple qui était très compliquée, des violences. Et en fait, j'avais une espèce d'intuition où je me disais que il y avait un peu, que le cinéma, que la pop culture, faisait partie du problème, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était lié à ça. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. J'étais en fac de cinéma à l'époque et on était vraiment à fond sur l'esthétique. J'étais dans une fac en province, à Caen, et c'était très centré sur l'esthétique, sur les auteurs, et on parlait pas du tout des représentations, on parlait presque pas du fond des films, en fait. Et ça, du coup, je m'en suis plus rendu compte en arrivant en master, parce que j'étais à Paris 3, et là, c'est une fac qui est beaucoup plus axée sur les approches pragmatiques, sur toutes ces questions-là. Et du coup, c'est là où j'ai compris, en fait, quand j'ai découvert les cultural studies, les gender studies, et j'ai compris l'impact que ça pouvait avoir sur les spectateurs, toutes les enquêtes sur les spectateurs, sur la réception. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on se construit beaucoup par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux films et aux séries. La question peut-être de comment on questionne la femme et l'homme dans le cinéma. Il y avait quand même dans Alindy la nécessité, aussi dans l'idée d'Alindy, la nécessité de parler du cinéma qui s'est fait et qu'on ne connaît pas, à travers notamment Cinéma Soci, qui est une association qui s'inscrit dans le courant du Reacquisto, qui a été créée par Noël Vincenzini, Dominique Maestrati, Dominique Tiberi, Marie-Jeanne Tomasi, Doumé Gambini, beaucoup de Doumé, mais surtout, je pense, une majorité de femmes. On est sur une association qui s'est créée à la fin des années 70 ou au début des années 80. On est sur une association de gens qui sont des militants, de gens qui ont une culture historique, une culture cinématographique, et qui ont envie de montrer qu'un cinéma corse peut émerger, peut naître, et que la Corse, c'est pas juste, en plus d'un bronze-cul, un endroit où les équipes de tournage viennent représenter des Corses, des femmes corses habillées tout en noir, et des Corses avec un fusil et un velours, quoi. Mais encore qu'il l'ait fait, pour certains l'ont fait de Cinéma Soci, cette représentation-là, mais en détournant le code. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une femme comme Marie-Jeanne Tomasi, qu'une femme comme Dominique Tiberi ont tenté de la fiction,
On fait de la fiction. Dominique Thibéry a dû faire 3 ou 4 fictions chez Cinéma Soch. Marie-Jeanne autant. Et on se retrouve face à des objets cinématographiques, mais vraiment cinématographiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un court-métrage qui est fait en Corse, à 90% du temps, c'est un film soutenu par la collectivité, par un producteur indépendant, une chaîne de télé, et c'est un court-métrage audiovisuel, mais sans dénaturer quoi que ce soit. Je dis pas, enfin, il y a des bons films qui sont des films de télévision. À l'époque, c'était vraiment du cinéma, dans le sens où c'est des guichets de financement de cinéma, puisqu'à l'époque, il n'y a que le CNC, il y a le fonds de soutien de la CDC n'est pas créé, il y a un Interreg par l'Union européenne, etc. Mais ils sont dans une dimension de propos vraiment cinématographiques. Et Marie-Jeanne Thomas est une grande réalisatrice de cinéma sur ses courts-métrages et sur ses propositions de cinéma Sochi. Et la question est justement la question de la représentation de l'homme, de la femme, des Corses, de la société est omniprésente. Mais ce n'est pas des auteurs ou des réalisateurs qui arrivent en disant « Ah, je vais vous parler de la femme, ah, je vais vous parler de l'homme, ah, je vais vous parler de l'homosexualité ». C'est des gens qui vous disent « Je vais faire un film ». Et dans ce film, il y avoir une intention. Et cette intention va pointer sur ce cas-là, cette problématique-là, ce phénomène-là. Et donc, il y a une réponse créatrice qui est posée à une situation sociale, sociétale, politique donnée. En parlant du cinéma qui s'est fait valaisan, peux-tu nous parler plus en détail de ton domaine de recherche, à savoir le cinéma français des années 20, en particulier de 2 femmes? Alice Guy s'est formée en plein cœur de l'industrie photographique cinématographique. Elle en a même été la praticienne. Germaine Dulac, au contraire, entame sa carrière dans un milieu différent, celui de la littérature, de la presse. Mais toutes les deux ont œuvré cinématographiquement dans les représentations des rapports hommes-femmes, et également surtout sur les représentations des femmes avec une esthétique différente, puisque elles ont commencé leur carrière à des époques, dirons-nous, assez espacées. L'une va avoir recours à l'art du burlesque, par exemple, dans le cas d'Alice Guy, et l'autre par la poésie et la musique. Germaine Dulac pense le cinéma, l'écrit, le rêve aussi, et la représentation des femmes, de sa relation avec les hommes se cristallise autour de cette nouvelle approche du cinéma revendiquée comme art, ce qui n'était pas le cas chez Alice Guy, puisque c'était une période où le cinéma était en voie de construction artistique, tandis que chez Germaine Dulac, le cinéma est d'ores et déjà considéré comme un art. Donc il y a une manière différente de filmer et d'aborder le sujet. Nos intervenants et intervenantes viennent de se présenter. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec des exemples précis et des analyses. Sophie, tu nous as fait une sélection de films et séries pour parler des représentations genrées. Pour débuter, tu vas donc nous parler de la série Gossip Girl. Gossip Girl, c'est donc l'histoire d'étudiants et étudiantes privilégiés des écoles privées de Constance Billard et de St. Jude dans l'Upper East Side, qui sont tous et toutes accros à Gossip Girl, une mystérieuse personne qui blogue et qui dévoile tous les derniers potins et rumeurs de leur communauté très fermée. Je l'ai revu, là, du coup, c'est l'hiver dernier pour préparer mon cours, et j'ai revu juste le premier épisode et ça m'a choquée. Le premier épisode, c'est vraiment le b.a.-ba de la culture du viol. C'est le petit manuel de comment de la culture du viol. J'étais vraiment choquée. Et pareil, je pense que je n'avais pas forcément perçu ça la première fois que je l'ai vu parce qu'il n'y avait pas tout ça. Enfin, c'était le début en fait de toutes ces réflexions, de toutes ces questions sur la culture du viol, de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous les comptes qui vulgarisent un peu tous ces principes-là. Il y a 2 scènes d'agression sexuelle qui sont vraiment pas du tout traitées comme des agressions sexuelles et qui sont vraiment ultra choquantes, où c'est justement à chaque fois Chuck Bass qui perpétue cette agression, qui était vraiment le mec dont toutes les filles étaient folles amoureuses. C'était genre le bad boy dont toutes mes copines elles rêvaient. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis mais que c'était vraiment atroce comme modèle, quoi. Et en plus, il y a du slut shaming. C'est vraiment parce que dans le premier épisode, il y a Serena qui a couché avec le copain de sa meilleure amie. Et en fait, c'est montré comme étant beaucoup plus grave que les 2 agressions sexuelles que perpétue le personnage de Chuck. Et c'est vraiment hyper choquant. Enfin, toute la mise en scène, tout est vraiment fait pour montrer que c'est Serena la méchante et que Chuck, il essaie de faire des trucs, mais de toute façon, c'est un bad boy, donc c'est pas grave. Enfin... Et puis à Chuck, on lui pardonne tout. Les filles lui pardonnent tout car il est canon, et les garçons car cet esprit fraternel est très fort et très marqué.
tant dans la société en général que représenté ici dans cette série. Au contraire de l'esprit de sororité qui est très peu représenté en société et dans la série, les filles sont très méchantes entre elles sont rivales à tout point de vue au niveau de leurs moyens financiers, de leurs biens, mais surtout de leur beauté et de leurs relations intimes avec des garçons. Tout est scruté, analysé, critiqué et les normes sociétales sont étouffantes ici. Alors quand deux filles dans la série se disputent, elles ne se réconcilient que très rarement, par manque d'esprit de sororité, et puis surtout s'affrontent littéralement avec tous les moyens qu'elles ont. Et en plus, pour le côté miroir avec la réalité, l'acteur qui joue Chuck Bass, il a été accusé de viol. Et en fait, c'était en 2017, je crois, enfin, c'était il y a quelques années. Et du coup, il y a plein de filles, il y a plein de spectateurs, d'internautes qui du coup, disaient que que les filles qui l'accusaient étaient des menteuses, ou qui disaient non, mais qui c'est qui se fait violer par Chuck Bass, c'est n'importe quoi, tout le monde est d'accord, tout le monde veut coucher avec lui, ouais, il me viole quand il veut. Enfin, il y avait du coup plein de tweets comme ça, absolument atroces, où déjà, elles confondaient le personnage et l'acteur. Et où c'était des filles, c'était pas des garçons qui disaient mais non, mais c'est des menteuses, ou ça, c'était des filles qui du coup confondaient vraiment le personnage et l'acteur et qui auraient aimé être à la place des personnes des plaignantes, ce qui est totalement aberrant, quoi. Et du coup, encore une fois, c'est parce qu'il y a toute une mythologie qui était construite autour de lui. Et quand on réfléchit, c'est vraiment c'est atroce, quoi. Comment sont représentés les héros et héroïnes de cette série, Sophie ? Et du coup, en tout cas, dans le premier épisode, dans le pilote, vu que c'est là où on pose un peu tous les personnages, on voit tout de suite qu'il y a... c'est vrai que c'est tout de suite hyper sexiste, puisqu'il y a Blair qui est la méchante, la peste, qui va s'acharner sur les autres. Et il y a Serena qui est la fille un peu libre, un peu sympa, mais qui est une salope, en gros, puisqu'elle couche avec tout le monde. On voit Ginny qui est le petit agneau, qui va se faire pervertir par les autres. Il y a Nathan, celui avec qui Serena couche, où lui, personne ne lui reproche rien. C'est assez incroyable parce qu'il n'y a que elle qui a couché avec lui, apparemment. Et personne ne lui reproche rien, il n'y a pas du tout de problème. C'est même limite une victime dans tout ça. Il y a Dan, où du coup, lui, c'est vraiment le good guy, le boy next door, tout mignon, tout gentil, qui vole au secours de tout le monde. Et en fait, les deux agressions, limite, c'est aussi pour mettre en valeur Dan et montrer que lui va sauver tout le monde et qu'il est gentil, et pour le construire en opposition avec Chuck. Et du coup, c'est vraiment des prétextes en fait scénaristiques. Et du coup, il y a Chuck, le bad boy décadent, qui est un peu dandy et qui agresse les jeunes filles pour passer le temps, quoi. Et en plus, c'est montré, l'agression de Jenny, la petite sœur donc, de Dan, c'est montré vraiment comme un rite de passage, en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a deux filles qui sont un peu les minions de Blair, qui encouragent limite Chuck à agresser Ginny en lui disant de toute façon, on y passe toutes, alors c'est un rite pour l'introniser dans le cercle de l'élite, quoi. Il faut passer par ça, donc vas-y. Et donc, du coup, dans ce pilote, il y a vraiment tout, il y a toute la série en fait qui est déjà là, quoi, et où on voit déjà tout ce qui ne va pas, quoi. Il y a également une stigmatisation des personnes pauvres en opposition aux personnes extrêmement riches. Ces personnes auxquelles aucun ado ne va se reconnaître, entre complexe, mal-être et jalousie, à quel point est-ce malsain. Également une représentation exagérée de la société de consommation. On consomme tant des biens, quels qu'ils soient, que des relations. Tout va très vite et ça, c'est le reflet de la société. La société de l'information qui accélère les interactions et les échanges entre les individus. Dans Gossip Girl, ça va loin parce que Chuck il va jusqu'à échanger Blair contre un hôtel, donc elle devient une monnaie d'échange, donc ça va encore plus loin du coup. Maria Francesca, Jérôme, vous souhaitez à présent nous parler plus en détail d'une sélection de films diffusés sur Alindy ? En opposition totale avec la culture véhiculée dans Gossip Girl, pouvez-vous nous parler de Burqa City ? Alors, un film où on voit des femmes sans les voir. C'est un film... alors là, je suis paumée. Sors l'affiche, Jérôme. Souleymane est un jeune habitant d'une ville du Moyen-Orient où la charia la plus stricte a été instaurée. Toutes les femmes sont contraintes de porter en public la burqa intégrale. Souleymane vient de se marier, c'est le bonheur pour le jeune couple malgré le régime répressif. Les deux tourtereaux décident de sortir faire leurs courses. Pendant leur sortie, Souleymane a une altercation avec un homme massif et patibulaire, lui-même accompagné par sa burqa. Voilà, un film où on voit les femmes sans les voir.
Et En fait, il perd sa femme. il prend la femme d'un autre. Enfin, il part pas avec sa femme. Voilà, il perd sa femme et la femme, la burqa de l'homme patibulaire et agressif, se fait passer pour sa femme. Et en fait, il se rend compte avant de sortir du magasin que c'est pas sa femme. Et quand il arrive chez lui, c'est une vieille dame, quand il enlève sa burqa, qui lui dit merci de m'avoir sauvé, etc. Mais lui veut retrouver sa femme. Ça dit beaucoup de choses de nos angoisses sur la burqa ou sur le voile. Ou ça dit beaucoup de choses de nos angoisses sur nos angoisses collectives. De l'islam, ça fait peur, etc., etc. Mais je trouve que c'est un film qui traite tout ça avec une légèreté salvatrice, dans le sens où au final les femmes dans le film prennent le pouvoir, parce que c'est ce qui se passe, les femmes prennent le pouvoir et toutes les voilées disent que ce sont elles les femmes, et les officiers de police ou les contrôleurs ou je ne sais quoi n'ont pas le droit de regarder le visage des femmes. Donc le mari se retrouve avec 5 ou 6 femmes dans sa voiture et toutes disent non, c'est moi la femme, et on est face à une impasse. Et c'est très bon, c'est bien mis en scène, c'est un petit côté télé, mais c'est pas du cinéma. Mais la facture, l'esthétique du film n'est pas super. C'est joli, c'est propre, etc. Mais je veux dire, non, ce qui est intéressant là, c'est le scénario et le détournement. La dédramatisation, en fait. Ah, on les voit, mais on les voit dans... mais ça, c'est vous qui le dites. Non, mais ce sont des femmes, donc il y a des femmes dedans. Et c'est assez marrant parce que, pour le coup, ça dit quelque chose des stratégies de survie des femmes dans des mondes où la charia est appliquée, mais en même temps, ça dit aussi qu'il y a des femmes heureuses avec leurs compagnons dans l'espace privé, bien que très malheureuse dans l'espace public, puisque la femme est aussi triste d'avoir perdu son mari que le mari de l'avoir perdu. Et là encore, nouveau niveau de lecture, la vie n'est pas faite de manière manichéenne, comme disait Maria Francesca, à l'anglo-saxonne, que de mal ou de bien. Il y a une situation où les gens peuvent être heureux dans un espace privé et souffrir dans l'espace public. Et que c'est pas juste, la vie n'est pas faite que de noir et de sombre. Pour le coup, là, l'homme aussi en pâtit. Parce qu'il se soumet à la loi, la loi coranique, mais par défaut, quoi, lui aussi. Ce sont les femmes qui portent la burqa, mais les hommes sont pas forcément plus heureux qu'elles de devoir se plier à ces lois-là. Mais comme dans nos sociétés, je suis pas sûre qu'on soit toujours heureux de se plier à toutes les lois, même si nous vivons dans une démocratie formidable d'Europe occidentale. D'après l'article du blog L'Effervescent, publié en février 2021 sur La place des femmes dans le cinéma, une évolution au ralenti, aujourd'hui, les questions autour de l'égalité entre femmes et hommes dans la société sont centrales, excepté dans le cinéma, qui est assez hermétique. Dans un milieu encore trop archaïque et conservateur, il est plutôt rare de voir des films où les femmes sont totalement absentes. Cependant, il faut surtout s'interroger sur la consistance et la qualité des rôles qui leur sont offerts. Pour cela, il existe le test de Bechdel, créé par Alison Bechdel en 1985, qui vise à mettre en évidence la sous-représentation féminine dans les œuvres de fiction. Pour assurer la parité des représentations, l'œuvre doit réunir 3 critères cumulatifs. Au moins 2 personnages féminins nommés dans le long métrage. Ces 2 femmes doivent parler entre elles sans que leur conversation porte sur un homme. À l'échelle mondiale, 40% des films ne passent pas ce test. La critique cinéma permet l'ouverture d'esprit où la confrontation d'opinions contradictoires tente de paramètres importants pour le cinéma, art aussi subjectif que débattu, mais aussi marqueur temporel de nos sociétés. Pour une meilleure visibilité des femmes à l'écran et derrière l'écran, pour de meilleurs rôles pour les femmes, trans, homosexuelles, handicapées, personnes racisées ou toute autre personne issue d'une minorité, en France a été amorcé un plan d'action pour la parité dans le cinéma. Sophie, tu nous disais que tu avais mis en parallèle Gossip Girl et Sex Education ? Alors du coup, j'avais mis en parallèle avec Sex Education puisque c'est aussi des ados, ça se passe aussi dans un lycée
Et c'est aussi une série qui est formatée pour les ados. Enfin, les deux étaient formatés pour les ados. Et du coup, on voit l'évolution, puisque Gossip Girl, c'est vraiment les paillettes, le luxe, le truc totalement improbable. Et alors que dans Sex Education, bah, bon, les acteurs, évidemment, ils n'ont pas forcément tous 16-17 ans, mais déjà, leur niveau de vie est beaucoup plus réaliste, leurs vêtements, enfin, tout est beaucoup plus réaliste. Et c'est une série qui est peut-être trop didactique, enfin, ça va peut-être un peu trop loin dans la didactique, mais où, du coup, là, vraiment, le curseur n'est pas du tout au même endroit. Et là, le but, c'est vraiment d'éduquer les ados, de passer par ce médium pour transmettre des messages. Donc, évidemment, il y a des fois où ça a été reproché aussi à la série, hein, d'avoir voulu peut-être cocher trop de cases en restant quand même un petit peu dans le classicisme avec un personnage principal qui est avec un héros qui est blanc et tout ça. Il y a quand même des choses qui évoluent vachement. Et du coup, j'avais parlé de la saison 2, parce que dans la saison 2, il y a le personnage de Amy qui se fait agresser dans le bus. Et en plus, ce que je trouvais intéressant, c'est pas du tout spectaculaire, il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de fétichisation de l'agression, on voit rien en fait, on voit juste la tête d'Amy, on comprend qu'il y a un truc qui est bizarre. Et en fait, elle se fait juste, elle se fait juste, enfin, c'est une scène où c'est un frotteur dans le bus qui se frotte à elle, en gros. Et on voit vraiment toutes les étapes au début où elle cherche, elle est un peu dans le déni, elle minimise ce qui lui est arrivé, elle cherche même des excuses à son agresseur. Et en plus, il y a une phrase dans un moment qui est assez intéressante, puisqu'elle dit à Maeve, sa meilleure copine, quand elle lui raconte ce qui s'est passé, elle lui dit c'est bizarre parce qu'il était beau, enfin il avait pas l'air bizarre, il avait pas l'air dérangé, peut-être que c'est un malade mental, mais il était beau, enfin. Et du coup, elle cherche les excuses et elle ne s'attendait pas à ce que ça soit Parce que du coup, son agresseur, on le voit, et c'est monsieur tout le monde, enfin, il est totalement lambda, il n'a rien de particulier. Et ensuite, on voit toutes les étapes, puisque sa copine Maeve l'emmène au commissariat, on voit le dépôt de plainte, on voit... il y a les prélèvements qui sont faits sur son pantalon, enfin... Et ce qui est bien, c'est que Maeve, elle est vraiment montrée comme une gamine de 16 ans. Enfin, elle s'inquiète de son pantalon parce qu'elle n'a pas beaucoup de sous. Du coup, elle est triste parce qu'elle l'aimait bien. Enfin, elle a peur de ne pas le récupérer. Et ensuite, on la voit qui rentre, on la voit avec sa mère, et on la voit dans sa chambre, dans son pyjama un peu enfantin. Et on voit les conséquences que ça a, puisque à la fin de l'épisode, bah, elle s'effondre en larmes, elle pleure parce qu'elle est choquée par ce qui s'est passé. Et ensuite, dans le reste de la série, reste de la saison, il y a ça revient plusieurs fois où on voit qu'elle n'arrive plus à prendre le bus parce qu'elle est traumatisée par ce qui lui est arrivé. Elle n'arrive plus à avoir de rapport avec son copain parce que ça la bloque, en fait, ça la gêne. Et du coup, ça revient à chaque fois et on voit vraiment les conséquences que ça a sur Amy. Et c'est pas juste c'est pas juste un prétexte, en fait, pour avoir un ressort scénaristique. Il y a vraiment tout, et ça va même jusqu'à la saison 3. Enfin, c'est vraiment développé sur plein d'épisodes. Et du coup, encore une fois, c'est parce qu'il y a une visée didactique, et c'est pas du tout le même but que Gossip Girl. Mais du coup, je trouvais ça intéressant que les ados d'aujourd'hui, ils aient accès à ce genre de contenu. Forcément, nous, quand on le regarde avec notre regard d'adulte, ça peut paraître un peu didactique, mais je pense que pour des adolescents, c'est quand même hyper bien de pouvoir apprendre avec ce genre de représentation, ce genre de choses. C'est vraiment là, autant Gossip Girl, c'est vraiment le petit manuel de la culture du viol, autant là, c'est le petit manuel de qu'est-ce qu'on fait quand on s'est fait agresser. Après, évidemment, c'est une situation idyllique parce que tout de suite, sa copine, elle est hyper compréhensive. Elle tombe que sur des policiers qui sont hyper gentils, qui sont hyper compréhensifs. Enfin, tout se déroule hyper bien. Ça ne se passe pas toujours forcément comme ça, évidemment. Mais du coup, ça, c'est rare. Il y avait aussi dans Les Sopranos, il y a un épisode comme ça où on montre un peu les conséquences, on montre un peu ce qui se passe quand il y a la psy de Tony Soprano qui se fait violer dans une des saisons. Et il y a des trucs qui sont un peu problématiques avec cette scène, avec cet épisode, mais on voyait à l'époque déjà toute la procédure. Elle va à l'hôpital, elle va au commissariat. On apprend aussi que le mec est relâché parce qu'il n'y a pas assez de preuves et qu'en fait, elle ne peut rien faire, et que le système judiciaire n'est pas forcément de son côté, quoi, et qu'elle doit se débrouiller toute seule pour se défendre, et qu'elle doit vivre avec ça. Enfin, du coup, déjà, à l'époque, il y avait déjà quelque chose, mais Les Sopranos, c'est pas une série pour les ados, c'est une série pour adultes, et c'est pas du tout le même public. Et du coup, là, c'est intéressant de montrer ça aussi dans une série pour ados. Et dans Les Sopranos, la scène du viol est vraiment horrible, enfin, c'est insoutenable, alors que là, c'est beaucoup plus édulcoré. Il n'y a pas le côté un peu voyeuriste qu'il peut y avoir dans Les Sopranos. Il y a plusieurs choses intéressantes dans cette scène d'agression sexuelle d'un Sex Education. La première est de ne pas minimiser et de montrer l'importance de tout l'impact que peut avoir un geste, une agression. Et la deuxième est au niveau de la représentation de cette scène. On est focalisé sur Amy et ses réactions, et la caméra ne s'est pas tournée vers l'agresseur. Ça place au premier plan les retombées du geste,
les séquelles qui perdurent chez l'agressé, à ce qui diffère pour l'agresseur qui vit juste l'instant T avant de repartir dans sa vie normalement, sans plus y penser. De quelles autres séries as-tu parlé à tes élèves, Sophie ? J'avais aussi parlé de... Parce que du coup, j'ai essayé de mettre en parallèle des séries plus anciennes avec des séries plus récentes. Et du coup, j'avais mis You et Sex and the City en parallèle. Donc ça peut paraître un peu improbable comme ça, mais en fait, c'était pour montrer le stalking, en fait, que c'est pas tout... Enfin, du coup, encore pour revenir à l'histoire des comédies romantiques, pour montrer que on romance vachement des actes qui sont pas du tout romantiques, qui sont ultra flippants. Et, euh, et du coup, là, dans Sex and the City, il y a 2 épisodes même où on voit ça et où c'est hyper flagrant. Et en fait, je m'étais appuyée sur les travaux d'une chercheuse américaine qui a interrogé pas mal de femmes sur les comédies romantiques, justement, et qui s'était rendu compte que, à force de voir plein de comédies romantiques, plein de films sur les mêmes schémas, en fait, ces femmes-là, elles avaient intégré que pour suivre, ce qu'on dit tout à l'heure, pour suivre l'élu de son cœur, c'est pas glauque, mais c'est romantique, et qu'un homme, il doit travailler pour avoir une femme, et que en gros, c'est un comportement romantique normal, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans You, dans la première page, j'avais montré le premier épisode de la saison 1, parce qu'après, il y a You, c'est pas forcément une série que je trouve exceptionnelle, il y a plein de trucs qui marchent, enfin, qui sont un peu problématiques aussi, mais dans le premier épisode, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il joue beaucoup sur les codes justement de la comédie romantique au tout début. En plus, ça fait un peu penser à Kuso Hill avec le libraire, le gentil libraire, et la rencontre un peu comme avec Grant et Julia Roberts. Mais sauf que du coup, déjà, le fait qu'on entende la voix de Joe, on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui n'est pas normal, puisqu'on comprend que le mec est dérangé. Et aussi à l'image, l'image est vachement sombre, il y a plein de flou autour, on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui est hyper oppressant, et la musique, c'est pas du tout une musique joyeuse, c'est une musique qui est un peu de thriller, en fait, un peu stressante, un peu angoissante. Donc, en fait, on nous donne les codes de la comédie romantique, mais en même temps, on nous dit que, attention, c'est pas une comédie romantique. Et on voit Joe, tout de suite, dès le début, quand il rencontre Beck, le personnage féminin, tout de suite, comme on l'entend parler, on comprend qu'il y a un truc qui est vraiment qu'il est malsain. Et après, on le voit chez lui et on le voit en train de la chercher on voit qu'il prend le ticket de carte bleue en fait, de Beck quand elle paye. Et aux États-Unis, apparemment, il y a le nom des gens sur le ticket de carte bleue. Donc, du coup, il a son nom. Et il y a son collègue qui lui dit « Ah, mais t'as son nom, c'est une invitation. Qu'est-ce que t'attends? Elle te draguer. » Donc, ça, c'est le genre de truc dans une comédie romantique, ça passerait normal. Et là, on se dit « Elle lui dit pas ça. C'est pas une bonne idée. » Il est louche, le mec. Et quand il rentre chez lui, on le voit, en fait, en plus, c'est vraiment hyper sombre. Il est à moitié dans le noir avec une lumière rouge et on le voit en train de la chercher sur Instagram, de la chercher partout sur Internet, de retrouver son adresse, de retrouver où est-ce qu'elle habite. Et en plus, il y a vraiment une musique hyper flippante. Et après, il y a le générique avec You, en gros, et les lettres qui viennent pleines de rouge, pleines de sang. Donc, tout de suite, on comprend qu'il y a un truc... donc, c'est clairement pas une comédie romantique et que ce qu'il fait, c'est pas du tout normal. Et après, il va chez elle, il l'espionne. Toute la série est comme ça. Et en fait, c'est vraiment pas montré comme quelque chose de normal. Il y a vraiment des gros codes. C'est vraiment montré comme attention. On comprend que c'est pas du tout normal de faire ça. Mais je voulais parler de You parce qu'en fait, il y a Millie Bobby Brown, l'actrice qui joue dans Stranger Things, qui avait fait un tweet qui avait fait un peu un tollé parce que c'était au moment de la saison 1, elle avait parlé de You en disant mais non, il est pas taré, il est pas un psychopathe, il est juste amoureux, c'est un comportement de mec amoureux. Et du coup, à l'époque, elle était super jeune, elle avait 14 ans. Et du coup, qu'elle puisse penser ça, c'est hyper bizarre, quoi. Et en fait, je m'étais dit comment est-ce qu'elle a pu penser ça? Et en fait, il y a plein de séries et de films où justement il y a ce schéma-là et où c'est valorisé. Et c'est ce qui se passe dans Sex and the City, où dans la saison 3, au début de la saison 3, il y a Carrie qui vient de quitter Mr. Big, donc son Big Love, et qui est célibataire. Et elle va avec ses copines, elles vont à Staten Island parce qu'elle est jury pour un concours de pompiers, un truc caritatif où c'est un défilé de pompiers. Et là-bas, dans le membre du jury, il y a un homme politique qui est aussi jury. Et il va la voir, il commence à flirter et tout, il lui paye un verre. Et elle lui fait comprendre qu'elle ne l'est pas intéressée, qu'elle ne veut pas le revoir, qu'elle ne veut pas partir avec lui et qu'elle ne veut pas le revoir. Et il lui pose un peu des questions sur elle. Et comme il comprend qu'elle ne vote pas, il demande son adresse, où est-ce qu'elle habite, pour avoir son district, en fait, pour savoir dans quel bureau de vote elle est censée aller. Et elle ne se méfie pas parce que c'est vraiment... Il lui donne aussi son adresse en disant « Mais non, regardez, je vous la donne aussi, la mienne. C'est vraiment juste pour savoir où est-ce que vous devez aller voter parce que vous ne votez pas, c'est pas bien, tout ça. » Donc, elle lui donne son adresse, il lui donne son district, tout ça s'arrête là.
Et quand elle lui dit qu'elle ne veut pas le revoir, il commence à lui dire, lui dire ah mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un peu bizarre. Il n'accepte pas juste le nom. Et quelques scènes plus tard dans l'épisode, en fait, elle revient, elle fait du shopping, elle rentre chez elle. Et là, on le retrouve, l'homme politique, en bas de chez elle, assis sur les marches, qui l'attend. Et qui lui dit, mais non, mais je fais du porte-à-porte. Enfin, il lui donne un truc de vote. Et il lui dit, ce soir, je retourne à Staten Island pour un événement, j'aimerais bien que vous veniez avec moi. Donc elle lui dit non. Et elle lui dit, mais comment moi m'y retrouver? Je suis sur liste rouge et tout. Donc en fait, on comprend qu'il a cherché. Mais c'est dit vraiment sur un ton badin. Enfin, c'est vraiment sur le ton du flirt. Alors que du coup, c'est pas du tout comme dans You, c'est pas du tout montré. On ne le voit pas en train de chercher, on ne le voit pas en train de faire toutes les démarches pour retrouver son adresse. Donc elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée. Il lui dit qu'il passera la chercher le soir à 20h. Et donc elle lui dit bah non. Il passe le soir. Donc le soir, il arrive, il l'appelle sur son téléphone. Il lui dit je suis en bas, je suis dans la limousine. Et donc elle descend pas. Et en plus, il se pose vraiment en victime en disant mais vous ne voulez pas descendre et tout, alors que je fais tout pour vous conquérir et tout ça. Donc elle ne descend pas, elle le laisse partir. Et là, en fait, elle appelle une de ses copines et elle lui dit mais qu'est-ce qui va pas bien chez moi? Il y avait cet homme politique en bas de chez moi et je ne l'ai pas rejoint, je n'ai pas été avec lui à Staten Island. Et du coup, sa copine lui dit, au lieu de dire bah, tu as raison, c'est pas du tout normal, elle lui dit bah non, mais c'est à cause de Big, t'es pas remise dans la rupture et tout ça. Et donc, du coup, Carrie décide d'aller toute seule à Staten Island, de rejoindre l'homme politique pour passer la soirée avec lui. Et c'est vraiment présenté, on la voit sur le bateau, les chevaux au vent et tout. Et c'est vraiment présenté comme un acte féministe parce qu'elle décide d'elle-même d'aller le voir. Elle décide de passer, de plus être avec, de passer à autre chose, de plus être accrochée à sa relation avec Big. Et c'est vraiment montré comme un truc féministe et que c'est elle qui a le pouvoir et tout ça. Et en fait, quand on réfléchit, pendant tous les épisodes, elle dit non, alors qu'en fait, ça voulait dire oui. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas du tout dans cet épisode-là, qui sont pas du tout montrés de façon péjorative comme dans You, où c'est vraiment pas du tout montré de la même façon, quoi. Et du coup, je trouvais ça intéressant de mettre les deux en parallèle. Et je crois que c'est aussi dans la même saison ou la saison d'avant, il y a le même problème avec sa copine Miranda. Elle rencontre un mec, elle rencontre Steve dans un bar, celui qui va devenir son mari et qui reste tout le long de la série. Elle le rencontre dans un bar, elle le ramène chez lui, ils couchent ensemble, elle lui dit qu'elle ne veut pas le revoir. Et en fait, il se pointe chez elle, il revient chez elle, il frappe à la porte et il met le pied dans la porte, en gros, pour revenir la voir, alors qu'elle lui a explicitement dit qu'elle ne voulait pas le revoir. Et elle l'invite quand même à une soirée, il se pointe à la soirée et en fait, il lui dit que c'est elle le problème, qu'elle est trop froide, qu'elle ne sait pas s'ouvrir aux autres, alors que lui, il est là, il l'attend. Et ses copines lui disent la même chose. Et du coup, ben non, enfin, c'est pas toi le problème, normalement, on ne fait pas ça, quoi. Et encore une fois, c'est un comportement qui est présenté comme étant romantique et tout, alors que si ça t'arrive en vrai, tu flippes juste s'il y a un mec qui se pointe chez toi et qui peut frapper à ta porte ou qui t'attend en limousine en bas de chez toi, c'est juste effrayant, c'est pas du tout romantique ou sexy ou quoi que ce soit, quoi. Dans le genre romance, les scénaristes sont focalisés sur le couple et peuvent le mettre en scène selon des codes problématiques. Par exemple, de façon très cliché, avec de grands gestes romantisés, très glauques. Lancer des cailloux aux fenêtres, suivre en voiture, rentrer par surprise, effraction par la fenêtre, se pointer au travail de la personne. Ce sont des constructions scénaristiques qui font avancer l'histoire, mais il faut, en tant que spectateur et spectatrice, que l'on ne confonde pas avec la réalité. Il faut toujours déconstruire, prendre du recul sur les films et séries qui véhiculent des idées sexistes, violentes, toxiques, homophobes, validistes, etc. Les relations toxiques sont à cet effet banalisées et romantisées. On banalise l'homme qui impose des codes et règles violentes à la femme, les comportements égoïstes qui imposent à l'autre de changer pour être accepté dans un couple, travailler moins, abandonner une passion, déménager, se relooker. Des scènes qui montrent que la femme ne veut pas, mais en la forçant, en la traquant, elle finit par céder ou accepter. Des femmes, comme autant des hommes, sont forcées par des femmes. Des scènes qui amènent des croyances, comme quoi au début d'un couple, si le garçon, ou si la fille, ne court pas après le sexe opposé, ou le même sexe dans des relations homosexuelles, c'est moins bien que celui qui résiste, insiste, persuade, dans le temps, jusqu'à ce que la personne en face cède ou accepte.
On est bien d'accord que la majorité des représentations sont hétérosexuelles et ce sont des représentations scénaristiques unilatérales d'un homme allant vers une femme. L'analyse peut être encore très longue et beaucoup plus poussée. C'est pour cela que nous vous proposons un épisode bonus sur la puissance des images, livre de 2018, édité par Chronos, sous la direction de Christian Delporte et Isabelle Vérat-Masson, et sur des exemples contemporains précis que sont Twilight, 50 nuances de Grey, 350 d'Annie et After. Rendez-vous ce week-end pour cet épisode bonus exceptionnel. Pour ce qui est des alternatives aux productions mainstream, Maria Francesca et Jérôme, pouvez-vous nous parler de Portbou, qui nous parle d'un autre type de relation interpersonnelle, celle d'un père et son fils? Le pitch de Portbou, c'est un père emprunte le sentier des résistants avec son fils blessé sur son dos. Il traverse la frontière franco-espagnole en espérant le soigner à Portbou. En fait, c'est l'histoire telle qu'elle est résumée et c'est ça l'histoire, mais la réalité, c'est qu'on a un homme qui travaille dans sa maison en montagne, somme toute rustique, et il voit arriver au loin une voiture, un 4x4. De ce 4x4 descend le chauffeur, il attrape dans la benne du pick-up un type qu'il jette par terre, et ce type, c'est un jeune homme qui est blessé par balle, qui essaye de rejoindre cet homme. Le 4x4 s'en va, cet homme va vers l'enfant, enfin vers le jeune, pas l'enfant du tout, vers le jeune, et il le prend sous le bras et il l'amène jusque chez lui pour le soigner. En fait, on comprend que c'est un père et son fils. Ce film est un magnifique hommage rendu à ce que peut être l'amour paternel et le sacrifice d'un père pour son fils. Il n'y a pas de femme dans le film. C'est un réalisateur, il parle d'homme, il parle d'un père et de son fils, et en même temps il parle de ce que c'est que l'engagement du corps. C'est un film qui parle pas, c'est pas bavard, il n'y a pas de parole. Je sais pas sûr. D'ailleurs, un dialogue. Dépêche-toi ou aide-moi, enfin voilà. Mais il dit tout avec le corps, c'est-à-dire qu'il montre la capacité. Là, on n'est pas dans la représentation machiste de l'homme méditerranéen bourru qui va attraper son fils. On est vraiment dans de la sensibilité. C'est splendide. Enfin, c'est vraiment un film très beau. Mais en même temps, c'est un personnage. Enfin, l'acteur qui est casté, c'est quelqu'un de très robuste, costaud. C'est vraiment un archétype d'homme des montagnes puissant, quoi. Bah, son enveloppe, elle est comme ça, mais ce que nous montre le film, c'est tout le mou dedans, quoi. Enfin, toute la douceur, tout l'amour et toute la douceur que ça peut engendrer, quoi. Et la détermination, et enfin, c'est très très fort. Mais surtout, le réalisateur a choisi de nous confronter en fait au corps, très près. Et on est collé à lui, on est comme sur son dos nous aussi en fait. Et c'est un vrai chemin de croix. La caméra est fluide. Oui, c'est une caméra portée, mais c'est super fluide. Et ça, je pense que ça participe de cette espèce en fait, il y a autant d'efforts, de sensations d'effort et de douceur, en fait, de tendresse, qui sont mêlés. Et on est comme sur le dos du personnage, du papa, quoi, qui fait son chemin de croix, pour essayer de sauver son fils. Et là, pour le coup, voilà, c'est un personnage qui est assez troublant, quoi, parce que a priori, c'est plutôt une dégaine de bûcheron. Donc, on se dirait, voilà, c'est peut-être. Mais on se pose pas la question de savoir si c'est. Mais même le fils, c'est-à-dire que tout le point de départ de l'œuvre, c'est un type un peu rustro qui a une maison dans la montagne avec son chien. Et son fils, quand on voit la représentation, le type qui arrive en pick-up, le look du type qui dépose son fils, on se dit on est dans un milieu de voyous, de petites frappes, de bandits, etc. Donc on est vraiment sur une surreprésentation de l'homme tel qu'il serait le mal, voilà. Et en fait, tout ça vole en éclats pendant les 20 minutes de film. Et ça termine sur une plongée sur le village de Portbou au lever du soleil et presque un truc carte postale. Et ce chemin qui nous fait faire ce réalisateur, il nous met des gifles en nous disant voilà, tout ce que vous avez
cru apprendre ou tout ce que vous croyez savoir sur ce que c'est qu'un père et son fils, sur ce que c'est que les hommes, etc. Mais tout cela n'existe pas. Il y a l'espace de vérité qui est ce que sont ces êtres humains. Peu importe que ce soit des molles, peu importe qu'ils soient capables de découper des planches avec leurs dents, ou, voilà, ou à coups de genoux, ou qu'ils soient capables de braquer des banques, ou j'en sais rien. Un fils et son père, ça ment pas, quoi. Que ce soit Place Mio ou que ce soit dans la montagne de Portbou. Et là, pour le coup, ça casse bien les codes de la représentation. Ouais, et puis il y a une économie de moyens qui est quand même assez belle, quoi. Ouais, il y a un gros travail du corps, enfin d'acteur. Même si en France, en fait, le travail du corps au cinéma, c'est assez, pas marginal, mais je veux dire, c'est pas ce qui prime, quoi. Enfin, souvent, c'est le texte ou des situations. Mais là, vraiment, il y a un geste, quoi. Il y a un très, très beau geste. Il est important de rappeler plusieurs choses ici. Les œuvres artistiques telles que la littérature, le théâtre, la musique, le cinéma influencent nos sociétés. Ces œuvres sont réalisées par des personnes qui véhiculent leur opinion sur la société. Cela peut être un cercle vertueux comme un cercle vicieux. La société patriarcale n'est pas néfaste seulement pour les femmes, mais également pour les hommes et pour la nature. Et pour How I Met Your Mother, c'était plus par rapport à la culture du viol. Parce que du coup, tu as le personnage de... Parce que j'ai pas revu How I Met Your Mother depuis très très longtemps. J'avais regardé, c'est pareil, ça devait être genre en 2000... Enfin, je regardais ça en 2010, 2012, 2013. Donc encore une fois, à l'époque, c'était pas du tout... On parlait pas du tout de culture du viol, on parlait pas du tout de toutes ces questions-là. Et du coup, le personnage de Barney, je le trouvais marrant, je le trouvais drôle et tout. Le personnage de Ted, il m'énervait déjà. Mais après, en y réfléchissant maintenant, je me dis qu'il y a des trucs qui sont vraiment monstrueux. Et surtout, le personnage de Barney, il est vraiment atroce, puisque c'est vraiment toutes les femmes, il montre toutes les femmes toutes ces conquêtes, c'est montré vraiment comme des proies. C'est un jeu qui est fait. En plus, tous les autres personnages masculins, ils l'idolâtrent, alors qu'en fait, il a un comportement absolument abject. En plus, il se fait que, à chaque fois qu'on a toutes ces techniques de séduction, c'est toujours des mensonges, la tromperie. Du coup, il leur ment sur son identité, il leur ment sur tellement de choses qu'au final, elle couche pas avec lui, elle couche avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, c'est vraiment hyper, ça pose vraiment plein de questions sur le consentement. Et vraiment, toutes ces techniques et toutes ces ruses, ça donne aussi l'impression que les femmes sont un peu bébêtes et qu'il faut pas grand-chose pour les draguer. Et qu'il y a des techniques qui marchent, en gros, alors que non, c'est pas de technique, en fait, ça marche pas comme ça. Il y a aussi l'idée que ça véhicule aussi l'idée que dès qu'une femme est seule dans un espace public, donc particulièrement dans un bar, elle va devenir une proie ou une marchandise, qu'il y a un espèce de consentement implicite. Si tu es dans un bar toute seule avec tes copines, pas avec un homme, tu es à disposition des hommes qui sont autour. Il y a plein de scènes dans le McLaren où il y a toutes les techniques de drague de Barney, il y a tout l'aviomètre Ted et tout ça, et à chaque fois, il prend toujours des filles au bar toutes seules et elles sont toujours hyper dispo. Il y a vraiment un truc c'est le supermarché de Ted et Barney, quoi. Et du coup, Ted, lui, c'est vraiment l'archétype du nice guy où chaque fois, il chouine en disant je comprends pas, je suis gentil, ça marche pas et tout. Oui, ça suffit pas. En fait, c'est pas parce que tu es gentil que tu dois forcément avoir une contrepartie. Du coup, Ted, il est aussi hyper problématique pour toutes ces questions-là. Et du coup, pour le coup, je trouve que ça a beaucoup, beaucoup moins bien vieilli que Friends. Même si Joey, c'est un peu le même type de personnage, mais il va beaucoup moins loin et c'est beaucoup moins glauque que Barney, où ça va vraiment trop loin, quoi. C'est vraiment poussé trop à l'extrême. Et surtout, là où c'est un peu glauque aussi, c'est qu'il y avait tout un merchandising autour de How I Met Your Mother. Il y avait des bouquins qui étaient sortis sur les leçons de drague de Barney et tout ça. Et donc, du coup, c'est des bouquins qui se veulent humoristiques, évidemment, mais c'est sûr qu'il y a des mecs qui ont acheté ça en prenant premier degré, tout ce qui est écrit dedans, quoi. Il existe ensuite de nombreux produits dérivés qui sont sortis, la drague selon Ted, etc. Cela est à prendre avec autodérision ou alors comme un contre-exemple total. Mais malheureusement, beaucoup de personnes prennent encore cela pour parole d'évangile. Exactement comme le livre The Game de Neil Strauss, Les secrets d'un virtuose de la drague, contenu à prendre avec beaucoup de précaution. En effet, cet auteur nous raconte par quelle technique il arrive à avoir près de 600 conquêtes par an, en allant tous les soirs en boîte de nuit et en réitérant des techniques selon lui infaillibles pour ramener plusieurs filles chez lui. Ce sont des schémas type stratégie militaire pour aborder un set de 2 filles au bar d'une boîte. Pour avoir la fille qui lui plaît, il va uniquement
parler à sa copine. Seulement après, il va enfin lui adresser la parole en la complimentant et la critiquant en même temps. « T'as un beau sourire. Dommage que tu aies les dents jaunes, etc. » Un enchaînement de techniques qui lui permettent d'arriver à ses fins, rentrer avec la fille, avoir des relations sexuelles avec elle, repartir en soirée, réitérer ce procédé, etc. Si la fille est réticente, là également, il va avoir la solution qui consiste à engueuler la fille si elle ne veut pas, lui dire qu'elle a tout gâché et l'ignorer tout le reste de la soirée. Si le livre et les films nous influencent, que pensez-vous de l'influence de ces œuvres-là ? L'Arbitre, c'est un film court de Paolo Zucca. C'est un film sarde. Le pitch est relativement simple. Un type qui visiblement est arbitre de football amateur, arbitre sur le continent italien, est puni et doit aller arbitrer un match de 4e division sarde, donc régional sarde, un film totalement amateur dans un village miteux de l'Oristano, donc où il y a des sardes archaïques. Paolo Zucca est un réalisateur sarde. Et bien évidemment, le match dévisse et l'arbitre se fait prendre à partie et c'est bagarre générale sur le terrain. Le pitch de La nuit est là, c'est, je ne me souviens plus du prénom, mais c'est une héroïne, journaliste dans une chaîne de télé régionale qui est amoureuse d'un homme qui se fait tuer et elle décide de se venger. Du coup, on a d'un côté la représentation d'une femme corse qui prend les choses en main, qui se bat, qui va vers la vengeance et qui, elle, paye de sa personne. C'est-à-dire que c'est vraiment elle qui fait, elle ne demande pas à son frère, façon Colombe, de le faire. Elle le fait et elle y va franco. Et en face, on a une femme dans l'Arbitre. C'est une vieille sarde habillée tout en noir avec sa canne. Et quand le match dévisse, et que c'est bagarre générale sur le terrain et que l'arbitre se fait secouer, à un moment donné, l'arbitre essaye de reprendre les choses en main et là arrive dans son dos un énorme coup de canne. Et c'est cette vieille petite sarde d'1,50 m qui est venue au milieu du terrain et vu qu'on attaque les enfants du village et qu'on méprise les enfants du village et que ce type venu du continent méprise les enfants du village, elle lui donne un énormissime coup de canne qui le laisse par terre pour le compte. Et moi, je trouve ça intéressant de confronter les deux regards parce qu'on a d'un côté l'archétype de la femme sarde en noir, on l'imagine bien, on les a toutes vues sortir de la messe avec leur foulard noir, leur robe noire, portant le deuil depuis 30 ans, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours la soupe prête, toujours les dolci, voilà, les dolci prêts pour les petits-enfants et le portrait du mari sur la cheminée. Et en fait, il prend, mais c'est la spécialité de Paolo Zucca, il prend les archétypes, il nous montre que c'est des archétypes, il nous fait croire que ce sont des cons parce que c'est des primitifs archétypaux, et il renverse tout ça en disant non mais là, on va en rire, mais là, il y a quelque chose, il y a une culture originale, il y a un point de vue original. Il n'a pas besoin d'affirmer quoi que ce soit, il démontre par l'humour et par l'intelligence des corps, parce que c'est quelqu'un qui travaille le corps d'une manière divine. Et moi, je le confronte bien volontiers au film de Delphine Leogne. Je sais qu'elle nous en voudra pas. Ça s'appelle La nuit est là. Donc c'est Delphine Leogne. C'est cette vendetta d'une femme, de cette journaliste. C'est pas prétentieux et pourtant les choses sont posées. Enfin voilà, c'est costaud quand même. Mais par contre, il y a quand même une représentation du coup où elle donne tout au long du film, alors sciemment ou consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais elle part son personnage féminin d'atour masculin péjoratif. Et c'est assez intéressant de voir comme elle efface petit à petit la sensibilité de la femme, auto-représentation de la sensibilité de la femme, qui serait une petite chose fragile et sensible, et elle gomme petit à petit. Vu qu'on est dans deux registres différents, d'un côté la comédie avec des hommes et de l'autre un court-métrage dramatique avec une femme, les ressorts de la manière dont on utilise la représentation des genres et les objectifs des hommes ou des femmes est différente. Mais à la fin du film de Delphine, elle nous remet un petit peu de féminité, on va pas spoiler la fin même si c'est pas très important, elle nous la remet dans le rôle de la femme qui aimait cet homme, mais on ne peut lire ça qu'à travers le prisme de toutes les choses d'homme qu'elle a faites pour pouvoir réussir ou non sa vengeance. Et je pense que ça dit aussi quelque chose de ce que deux territoires méditerranéens qui sont proches, mais de deux territoires qui sont si proches
à qui on a donné au 19e siècle des gens en Galour et qui nous ont donné, fin du 19e et début du 20e, énormément de gens ici, d'habitants. Comme elle disait Marie-Francesca, on est très très proches et très éloignés, et on a une capacité de représentation des caractères assez différente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut avancer quelque chose de l'ordre de la critique des formes représentées, des représentations très verticales, la femme c'est comme ça, l'homme c'est comme ça, il va y avoir un registre dramatique qui va être pris souvent d'un côté. Il y a des bains culturels qui sont très différents, et du coup les ressorts sont pas du tout les mêmes. Et on trouve très peu de comédies où il y a une représentation détournée de la femme qui nous permettrait en Corse, qui nous permettrait de dire qu'une femme peut être traditionnelle et en même temps casser tous les archétypes qu'on a posés sur elle. Elle n'existe pas, la vieille de Paolo Zucca. Enfin, ce qui est intéressant, là, pour le coup, par rapport à votre thématique, c'est peut-être ce personnage dont j'ai oublié le nom, l'héroïne de La Nuit est là, qui, vraiment, elle est vraiment dans une démarche qui aurait dû être campée par un homme, quoi. L'équipement, l'entraînement, ce besoin absolu de vengeance très fort. Mais bon, après, l'esprit de vengeance, il est intrinsèque à l'humain, très certainement. Donc, est-ce que la vengeance, la violence, la colère, c'est juste masculin ? Je suis pas sûre. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah voilà, on a une jolie femme, sylphide, qui se transforme en bonhomme rageux, quoi. Elle accompagne le costume, l'attitude, le jeu, elle accompagne d'un truc masculin. Là où Tsuka, quand il nous montre 2-3 fois cette vieille, c'est une vieille sarde comme elle est, machin. Et puis une fois qu'elle a donné le coup à l'arbitre, quand elle remonte dans la tribune, le plan, c'est une vieille sarde, machin. C'est pas devenu un bonhomme. C'est là, en fait, qu'il y a à un moment donné une légèreté possible parce qu'on est dans la comédie, et de l'autre côté, quelque chose qu'on est obligé de plus assumer. Et c'est presque, enfin, je sais pas, on en a jamais parlé avec Delphine, mais c'est presque, on se dit, pour que son film soit crédible, il faudrait que sa comédienne, enfin que son personnage campe des traits de caractère masculins et une forme, une manière d'être masculin pour que ce soit crédible. Parce qu'on n'imagine pas avec des taquis de 20 cm. Non, mais on accompagne le personnage dans sa transformation, enfin dans ce chemin qui l'emmène à la vengeance, en fait. Tant dans ses doutes, dans sa peur ou dans sa détermination. Enfin, la détermination, elle est constante, mais toujours avec des petites nuances, quoi. Il existe différentes façons de représenter la diversité humaine, la diversité des comportements. Et alors que les grandes productions mondiales perpétuent majoritairement des figures caricaturales et archétypes genrés et des schémas sociétaux problématiques, notamment dans les relations interpersonnelles, les productions alternatives proposent de nouvelles figures, de nouveaux genres. Ceux-ci partent d'archétypes pour les critiquer et les bousculer. On le rappelle, le genre féminin et masculin sont des constructions sociales qui imposent des comportements précis. Ce n'est en rien la définition ni l'essence même d'une personne. Valestien, au début du cinéma, comment étaient représentées les femmes dans les exemples que tu as choisis ? Dans le cas d'Alice Guy, je vais m'appuyer sur 2 films essentiels, Madame a des envies et les résultats du féminisme. De même pour Germaine Dulac, où je m'appuierai sur la souriante Madame Bedet et les méditations au voyage. Le burlesque est le genre scénaristique qui se fonde sur des compositions et des situations amusantes, cocasses, saugrenues, caricaturales, comiques, grotesques, drôles. La confusion, le renversement et surtout l'inversion font partie intégrante des techniques esthétiques du burlesque cinématographique. Et Alice Guy en fait l'usage. Je dirais même qu'elle en est la créatrice, l'architecte de ces techniques. Un film éminemment important dans sa filmographie est Les résultats du féminisme, réalisé en 1906. Dans cette œuvre d'environ 7 minutes, Alice Guy inverse les rôles, les comportements, les tempéraments des hommes et des femmes. Pour le dire rapidement, les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes. Les hommes pratiquent ce qui était considéré comme exclusivement réservé aux femmes, les tâches ménagères par exemple, et incarnent la féminité à travers des corps maniérés. Au contraire, les femmes deviennent viriles, imposantes, guerrières. Je trouve que c'est un film qui aborde avant l'heure la différence que l'on entend aujourd'hui entre la femme et le féminin, l'homme et le masculin. En utilisant le registre de la comédie de l'inversion des genres, propre au burlesque, et qui va inspirer toute une cinématographie plus tard, Alice Guy fait passer un message très clair.
Elle se moque et fait tourner en ridicule dérisoire les représentations construites autour de la femme et de l'homme. Les femmes prennent le pouvoir en devenant ce qui est considéré comme consubstantiel à la masculinité, à savoir la virilité, la puissance, l'autorité. C'est aussi une manière de se moquer à la fois des représentations de la femme, du maniérisme, de la mignardise et des comportements dits masculins. La même année, Alice Guy réalise Madame a des envies, dans laquelle elle met en scène les effets et les conséquences de la grossesse d'une femme, et plus exactement, ses désirs gustatifs. La grossesse, ici, n'infériorise pas la femme, au contraire, elle la renforce. La femme rentre dans la scène et attrape, consomme tout sur son passage comme gargantua de Rabelais. L'absinthe, un bonbon sucré, le tabac, un poisson. La fin du film la montre en train d'accoucher dans un champ de choux sans le moindre souci, puis elle se relève sans affliction. La comédie passe en revue toute la douleur corporelle que provoque l'accouchement et rend cette réaction simple, rapide, sans difficulté. Donc justement, c'est une manière aussi de renforcer quelque part ce corps de la femme grâce à la comédie, grâce au burlesque, puisque le burlesque joue sur les corps, les comportements, les tempéraments. Et dans le cas d'Alice Guy, cette technique confronte les rapports hommes-femmes à travers le rire, la dérision, l'inversion. J'ai voulu prendre ces deux exemples pour vous montrer que finalement les représentations cinématographiques, ces représentations socioculturelles sont le fruit non seulement d'un contexte de production, mais aussi d'une mentalité, d'une réflexion de la personne qui a réalisé ces films. Et c'est, je pense, d'un point de vue méthodologique, cette approche par étude de cas qui nous permettrait de comprendre comment se sont fabriquées des figures masculines, des figures féminines dans l'histoire du cinéma. Après avoir bien discuté avec nos intervenants et intervenantes, passons à la note positive de fin. Oui, non, ce qui paraît assez juste, c'est que il y a un développement de la fiction, par exemple, assez important en Corse, au détriment peut-être du documentaire, mais parce que c'est l'air du temps, peut-être qu'à un moment donné, puis parce que c'est plus dur à faire vivre peut-être, ou je sais pas. Puis en tout cas le cinéma corse a l'air de plutôt bien se porter, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé depuis des années dans les institutions. Ça on l'a pas dit, mais je pense que les institutions depuis des années ont travaillé. Il y a un tissu associatif qui a travaillé et il y a des professionnels de la production qui se sont formés, des auteurs qui se sont formés. C'est-à-dire que tout ça n'arrive pas par hasard, c'est vraiment du travail, mais c'est très bien, ça porte ses fruits. Moi, je vais être encore plus positif que toi, je vais compléter ce que tu dis. C'est que je pense que le jour où on arrivera à s'extraire qu'on arrivera un tout petit peu à... Si on arrivait un petit peu à tourner le fauteuil de bureau et le désorienter de Paris pour aller un petit peu plus sur la Méditerranée et partager avec nos voisins le socle culturel qu'on a, je pense qu'on parviendrait à résoudre énormément des problématiques et de l'incapacité qu'on a à dire dans le cinéma corse certaines choses, et que voir ailleurs, peut-être dans le monde arabe, dans les Balkans, en Italie bien évidemment, et dans les territoires italiens ou espagnols, en Grèce, puisqu'on a proposé un film grec, on serait en mesure de dire des choses qu'on a besoin de dire et qu'aujourd'hui on ne peut pas forcément dire. Je pense que c'est pas ça, c'est une autre manière de raconter. Oui, mais ça, c'est trouver un altro. Oui. C'est ton ami qui me parie. C'est pas avoir la possibilité de dire ou pas dire, parce que je pense que là, les choses qui ont la nécessité d'être dites sont dites. On peut tout dire, on vit dans un monde où on peut à peu près tout dire. Après, voilà, trouver un producteur qui a envie de t'accompagner, c'est encore une autre affaire. Mais c'est surtout, c'est une autre manière. Je pense que les Italiens, enfin chaque pays a une manière de raconter ses histoires. On s'en rend compte, on sait reconnaître, même sans le son, un film italien, un film espagnol, allemand, que ce soit par l'esthétique ou par le déplacement des corps, etc. On sait tous, même le pire téléfilm, on sait deviner si c'est un allemand ou pas. Voilà, et je pense que c'est plus par rapport à ce que dit Jérôme. La France et la Corse ont un destin lié, certes. Mais peut-être qu'on oublie un petit peu par moment de regarder autour de nous, quoi. Même si les films partent en festival autour de la Méditerranée, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que intrinsèquement, dans la tripe, on n'est pas perdu quelque chose, quoi. C'est un peu comme les idiomatiques dans la langue corse, les périphrases, tout ça. On continue de parler corse, mais il y a quelque chose du corse qui n'existe plus. Alors, c'est pas gravissime. Non, mais ça se réinvente. Mais ça se réinvente.
On a perdu celle de nos grands-parents, c'est évident et forcé, parce qu'on n'a pas le même monde autour de nous, mais ça ne veut pas dire pour autant accepter de perdre tout et de ne pas imaginer ou inventer encore, puisque eux ont imaginé et inventé. On doit être capable. En matière de cinéma, comme en matière de langue, au final, on parle de soi et de culture. Et c'est là que... Enfin, c'est la même chose. De parler à un moment donné de soi et poser une vision culturelle, c'est des choses qui peuvent se fabriquer et qu'on n'a pas besoin d'importer. On peut s'inspirer. Et il se trouve que, je pense qu'au moins depuis 50 ou 60 ans, l'exemple français inspire beaucoup les gens, les créateurs en Corse ou les acteurs culturels. Mais on peut aussi s'inspirer d'autres choses. Le cinéma est dans la continuité des autres arts. Le cinéma, dès sa naissance, est parti à la recherche de matières premières. Et la littérature a servi de matière première. Et donc finalement, le cinéma récupère ce que les spectateurs pouvaient lire de la littérature, le démocratise, l'agrandit et le popularise. Il va même réactiver certaines représentations ou les faire perdurer. Le cinéma est à la fois le reflet de ce qui existe, mais il va aussi en être l'agent. Il va à la fois reprendre ce qui a existé dans la littérature, dans la peinture, mais aussi il va en créer d'autres représentations, d'autres imaginaires. Le cinéma s'inspire d'un imaginaire pour en créer un autre. Oui, oui, je pense que ça se voit que ça évolue quand on regarde des séries comme Sex Education. Après, évidemment, il y a toujours un truc un peu pessimiste où on voit que ça marche, donc forcément, il y a une formule, comme c'est une formule qui marche, c'est répété pour faire de l'argent. Mais d'un autre côté, c'est aussi positif parce que si ça marche et qu'on le fait parce que ça entraîne de l'argent, ça va aussi avoir des effets bénéfiques puisqu'on va avoir de plus en plus de représentations comme ça. Et ça va peut-être petit à petit changer un peu les mentalités, changer un peu... ancrer d'autres choses, d'autres schémas dans la tête. Et comme on voit que ça bouge quand même, je pense que ce qui est positif, c'est qu'on voit qu'il y a d'autres représentations qui sont possibles et que c'est aussi un peu un défi. Comment est-ce qu'on peut écrire une série ou un film maintenant pour se débarrasser de tous ces stéréotypes et pour inventer des personnages féminins ou masculins qui sont différents, pour inventer des situations différentes. Il y a des choses qui sont hyper tabous qu'on ne voit jamais dans des films. Par exemple, on ne parle jamais de sexualité compliquée dans les séries ou dans les films, alors qu'il y a plein de femmes qui ont des problèmes de vaginisme, qui ont des problèmes de douleur pendant les rapports. Tout ça, c'est jamais traité, donc je l'ai jamais vu dans aucun film. Il y avait un film d'animation, je crois que c'était un film de fin d'études, qui en parlait, mais c'est hyper rare en fait. Et souvent, c'est dans les films d'étudiants qu'on parle de ces choses-là, parce qu'il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de question de... Ils sont beaucoup plus libres, puisqu'ils peuvent aborder beaucoup plus de thématiques. Et pareil pour les hommes, il y a peut-être plus de films quand même sur l'impuissance, mais il y a quand même, c'est pas un sujet qu'on évoque beaucoup. Et donc, je pense que la note positive, c'est de se dire qu'il y a plein de choses à explorer encore et qu'il y a plein de façons, de nouvelles façons d'écrire des histoires, plutôt que de répéter toujours les schémas qu'on utilise depuis des siècles et qui sont pas bons forcément et on peut faire plein d'autres choses plus intéressantes. Ici, nous avons parlé cinéma. Nous avons défini le cinéma, regardé les débuts de la fiction en France. Nous avons ensuite parlé de grandes productions qui ont pu influencer une génération, mais également parler des alternatives qui pouvaient exister et nous apporter de nouvelles représentations. Si les œuvres dont on a parlé ont influencé leur public à travers l'emprise qu'a le cinéma sur nous, sur la société, on est tout de même loin de la pop culture. La pop culture qui est généralement reconnue comme un ensemble de pratiques, de croyances et d'objets qui sont dominants ou omniprésents dans une société à un moment donné. La culture populaire est fortement influencée par les médias de masse qui sont la presse, l'affiche, le cinéma, la radiodiffusion, la télévision et plus récemment l'Internet. Ces médias de masse peuvent toucher un large public et les productions cinématographiques et télévisuelles dont nous avons parlé ici, qui ne sont pas aussi influentes que les productions de la pop culture, nous ont quand même insufflé une façon de penser. Imaginez alors si nous avions dédié notre épisode sur les œuvres de la pop culture qui ont façonné nos habitudes et nos croyances. Qu'aurons-nous découvert et appris ?
Peut-être aurons-nous un épisode qui y sera dédié. En attendant, nous nous retrouvons d'ici peu avec une grande aparté de notre épisode sur les représentations genrées dans le cinéma pour parler des représentations du couple. Alors que vous soyez un homme, une femme non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le 4e épisode de Podcast ou Sexiste lié aux représentations genrées dans le cinéma. Rendez-vous ce week-end pour l'épisode bonus et le 15 janvier pour la prochaine thématique. En attendant, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcast ou Sexiste. Prenez soin de vous et de vos proches et passez de bonnes fêtes. À bientôt les amis.